on va continuer en fait notre présentation en parlant des impayés locatifs. Alors ça, c'est effectivement une autre consultation qui revient souvent, les impayés locatifs. Alors, parlons d'abord de choses très intéressantes pour éviter ces impayés. Pour éviter les impayés, tout simplement, en tant que bailleur, il s'agit de bien encadrer votre mise en location par la prise de garantie. La prise de garantie qui vous permet, en cas de sinistre impayé de loyer, d'avoir un recours. Alors, il y a 3 grandes garanties, essentiellement. La première, c'est l'acte de cautionnement. Alors, vous allez me dire, l'acte de cautionnement, c'est possible que un parent pour son enfant étudiant, mais non, en fait. C'est une idée préconçue, ça. Mais c'est vrai que ça peut sembler un petit peu délicat de demander à un locataire qui a, je ne sais pas, 50 ans, à ce que quelqu'un se porte caution pour lui. Et pourtant, c'est possible. Et c'est vrai qu'il faut avoir conscience que quelqu'un de plus âgé que 20 ans peut avoir quelqu'un qui se porte caution pour lui. Par contre, il faut faire bien attention parce que l'acte de cautionnement, pour être valable, il nécessite il y a un grand formalisme. Il faut vraiment, parce que la personne qui se porte caution, en fait, elle s'engage à payer quand le locataire ne paye pas ses loyers, elle s'engage éventuellement à payer les charges quand le locataire ne paye pas les charges. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important de se porter caution pour quelqu'un. Donc, c'est vrai que comme c'est un acte qui nécessite beaucoup d'engagement, eh ben non, pas dans le contrat de location. L'acte de cautionnement, c'est pas la personne qui se porte caution, c'est pas seulement la signature du contrat de location. C'est vraiment un document qu'on peut vérifier ensemble et qui est bien rédigé et bien complet. Vous avez aussi éventuellement, alors c'est toujours soit l'acte de cautionnement ou un autre dispositif ou encore un autre dispositif parce qu'on ne peut pas cumuler en fait pour le même sinistre d'impayé de loyer 2 garanties. Ça, c'est quelque chose qui est interdit au vu de la loi de 89 qui s'applique en matière de rapport locatif. Donc, vous serez obligé de faire un choix, de choisir une garantie. Donc, l'acte de cautionnement ou éventuellement les assurances loyers impayés. Alors, ces assurances loyers impayés, il faut faire bien attention au contenu de ces assurances. Bien vérifier les garanties. Et puis, pour qu'elles puissent éventuellement, en cas de sinistre impayé de loyer, pour ce qu'elles puissent vous permettre d'être indemnisé tout simplement. Donc c'est pareil, c'est des contrats en fait que vous signez avec vos assureurs, peut-être avec votre banque. Donc il s'agit de bien les lire, même si ce sont parfois un petit peu des pavés. Donc ça c'est pareil, on peut regarder avec vous, vous alerter sur ce qu'on voit et on fait un petit point. Ces assurances impayées de loyer, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont déductibles aux frais réels. Quand vous êtes imposable aux frais réels, elles sont déductibles. Il y a un dispositif alors que vraiment nous adorons à la DIL, qui est la garantie Visale. Donc la garantie Visale, elle est proposée par Action Logement. Donc ici, nous avons Nathalie Tortet qui va nous la présenter et faire un petit point sur cette garantie qui est très couvrante, qui existe depuis déjà bien longtemps et qui fonctionne très bien. Donc, bonjour à tous, donc Nathalie Tortet, je suis la directrice de territoire pour Action Logement. Et nous avons une agence à Châteauroux et je remercie 2 de mes collaboratrices qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Donc, la garantie Visale, c'est quoi? C'est un visa pour le loyer et pour le logement et l'emploi. Donc, pardon, c'est bon? Pardon. Donc, je disais, c'est un visa pour le logement et l'emploi. Donc, vous avez eu votre permis de louer, votre logement est décent, vous avez passé votre annonce sur les différents supports tels que le Bon Coin, etc. Je l'ai vu dernièrement, alors je ne sais pas si ça se pratique, mais je l'ai vu dernièrement dans les grandes villes où il y a marqué possibilité d'avoir Visale. Ça, je l'ai vu alors sur Nantes, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant donc, de vous en faire part. Donc, Visale, c'est quoi? C'est simple, c'est dématérialisé. Il faut avoir Internet puisque ça se fait en ligne. C'est gratuit. C'est une garantie de loyer et charges impayées durant toute la durée du bail et on va jusqu'à 36 mois d'impayé de loyer dans le parc privé. Et on va se porter donc garant sur vraiment qui dure 3 ans, 6 ans, 12 ans, 15 ans. Tant que le locataire n'est pas parti, il est garanti par Action Logement. Et on va pouvoir donc prendre en charge sans franchise, sans carence, l'impayé qui va donc jusqu'à 36 mois. Et on s'occupe de toutes les démarches, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à l'expulsion. On va diligenter un huissier si besoin.
c'est financé par Action Logement, parce qu'encore dernièrement, j'ai entendu que c'était l'État. Non, c'est Action Logement. Et donc, on va pouvoir prendre en charge ces impayés. Et vous allez me dire, mais oui, mais comment ça se passe sur la dégradation locative? Dégradation locative, c'est jusqu'à 2 mois. On va prendre en charge jusqu'à 2 mois de dégradation locative. Je rappelle que c'est un dispositif gratuit. Donc, qui est couvert par Visal? Ce sont tous les jeunes de moins de 30 ans, de 18 à 30 ans. Donc, c'est jusqu'à 30 ans inclus. Donc, 30 ans, 11 mois, 364 jours, oui. Et dans un couple, s'il y en a un qui a moins de 30 ans et l'autre qui a plus de 30 ans, ça fonctionne puisqu'il y en a un qui a moins de 30 ans. Donc ce sont tous les jeunes, qui soient salariés du secteur privé, agricole, intérimaires, fonctionnaires, demandeurs d'emploi, services civiques, stagiaires, étudiants boursiers ou non, alternants. Réellement, du moment qu'on a plus de 18 ans jusqu'à 30 ans, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour les mineurs, tout simplement parce que derrière Visal, si en fait il y a un impayé, on va faire, nous, une offre de prêt parce qu'on va essayer de récupérer l'argent. Et on ne peut pas faire une offre de prêt pour des personnes de moins de 30 ans, de moins de 18 ans. Et pour les plus de 31 ans, donc ce sont soit les salariés, enfin ce sont les salariés du secteur privé et agricole qui gagnent moins de 1 500 € net par mois, ou alors ils sont nouvellement embauchés, ou ils sont en mission temporaire, ou ils sont en mobilité professionnelle, ou ils sont signataires d'un bail mobilité. C'est-à-dire qu'Action Logement considère que pour les personnes de plus de 30 ans, qui gagnent plus de 1 500 € net par mois, on n'a pas forcément besoin d'un garant. Il y a moins de risques qu'une personne qui a moins de 1 500 € net par mois. 1 500 € net par mois, c'est quand même... chez nous, ça représente quand même pas mal de salariés. Donc, comment on fait? Le futur locataire, il va sur la plateforme, sur visal.fr. Il va mettre quelques documents, on demande une pièce d'identité, ses ressources, etc. Il va se faire délivrer un visa. Il va venir vous voir. Vous n'avez toujours pas signé le bail, hein. On est bien d'accord. Il va venir vous voir, il va voir son numéro de visa. Vous allez aller sur le site internet, vous allez mettre le numéro de visa. Ça y est, Action Logement, c'est porté garant. Et je rappelle que c'est gratuit. Et s'il y a un impayé, vous allez aller là, en fait, sur le site internet donc, de visal.fr, vous allez déclarer l'impayé et on va vous demander les pièces justificatives. Donc nous avons une agence à Châteauroux et je vous ai apporté quelques flyers donc, que je pourrais vous remettre. Le bleu, c'est pour les propriétaires et les violets, c'est si on est locataire ou si on est étudiant. Donc la DIL connaît très bien nos dispositifs, très très bon relais. Si vous n'avez pas Internet chez vous, vous pouvez très bien aller voir, venir nous voir, aller voir la DIL, aller dans les maisons France Service. Ce qu'on demande, c'est une adresse mail. Donc ça doit être possible. Et c'est possible aussi avec les smartphones, hein. Si les jeunes vous disent « non, mais moi, j'ai pas Internet », ça marche très très bien avec les smartphones. Alors, comment réagir quand il y a une situation d'impayé de loyer qui se présente à vous? Alors déjà, il faut être très rapide. Essayez, tentez de prendre contact oralement avec votre locataire. Si vraiment vous n'arrivez pas à le joindre, lui faire un courrier. Et puis vraiment faire une première lettre recommandée très rapidement. Et là, il faudrait proposer un échéancier. Je sais que voilà, c'est très théorique, mais voilà, la mise en pratique, c'est vrai que si elle peut être suivie de cette façon-là, ça peut être intéressant pour vous, hein. Et puis, dans votre premier courrier envoyé par lettre recommandée, surtout, montrez bien que vous proposez un échéancier. Et puis, demandez bien à votre locataire de vous proposer l'échéancier pour le retard de paiement et vous lui demandez de reprendre le paiement des loyers conformément, effectivement, à l'échéance qui est prévue dans le contrat de location. Pour un deuxième courrier qui interviendra très rapidement dans les 15 jours, hein, on vous conseille de faire comme ça, ce serait une lettre recommandée sous forme de mise en demeure, rappelant le précédemment courrier pour lequel vous n'avez pas eu de réponse. Si vous avez une situation d'impayé de loyer et que la personne est allocataire CAF ou MSA, il faut prévenir la CAF ou la MSA. Et il faut aussi se servir des différentes garanties qui sont souscrites. Alors, le traitement des impayés de loyer,
Vous avez différents recours, le locataire a différents recours en cas d'impayé de loyer qui peuvent indirectement vous intéresser parce que ça va l'aider à payer s'il est dans une difficulté ponctuelle. Vous avez le soutien d'Action Logement pour les salariés du secteur privé. Je vous fais un listing rapide, mais c'est vrai que c'est du cas par cas en fonction de vos appels. Vous avez le FAST éventuellement qui peut intervenir pour les intérimaires, les aides potentielles qui peuvent être proposées par la commune en passant par les assistantes sociales, et vous avez la saisine du FSL. Je vais demander donc à Monsieur Bouzeau d'intervenir et il va vous expliquer un petit peu plus le dispositif du Fonds de solidarité logement. Bonsoir, je suis Jérôme Bouzeau, je suis chef de service au département du service environnement insertion. Donc quand on entend l'insertion, c'est toute la partie RSA. Et la partie environnement, c'est tout ce qui touche à l'environnement du bénéficiaire du RSA, dont le logement. Donc je vais vous faire une présentation rapide et voilà, succincte du Fonds de solidarité logement et de l'accompagnement social lié au logement. Donc, alors j'ai inversé les deux lois, mais voilà, c'est d'abord la mise en œuvre du droit au logement qui institue un fonds de solidarité de logement dans chaque département. Et après, en 2004, c'est confié au département. Donc, comment est financé le FSL? Chaque année, donc, il y a des contributions financières qui sont déterminées par chacun des financeurs pour donc, les collectivités territoriales, les bailleurs publics, les fournisseurs d'énergie, les organismes de sécurité sociale, donc la MSA ou la CAF, ainsi que le département. Pour information, en 2021, la part du département représentait 67% du budget. Nous avons un budget d'environ 650 000 € pour 2021. Chaque financeur notifie au président du département le montant de sa participation par le biais d'une délibération ou d'une convention. Donc pour les contributeurs, pour les communes et les EPCI, c'est au prorata du nombre de logements sur la commune. Voilà. Pour les organismes, pour les autres, c'est chacun détermine l'enveloppe qu'il souhaite. Donc, il existe un FSL, donc le Fonds de solidarité logement, dans chaque département en France. Mais chaque département est libre de son règlement intérieur, que ce soit sur les montants d'aide, sur les plafonds de ressources, sur les aides prioritaires ou secondaires. Voilà, c'est le règlement intérieur de chaque département qui détermine. Et tous les ans, on modifie, on corrige, on adapte ce règlement en séance plénière du mois de janvier en commission permanente. Voilà. C'est aussi pour nous adapter, là en ce moment, à la crise énergétique. L'an dernier, c'était suite à la crise Covid sur les impayés de loyer. Voilà, on s'adapte vraiment au jour le jour, d'année en année, notre règlement intérieur. Voilà, par contre, je vais relire parce que là, c'est écrit en petit. Donc, les demandeurs. Donc, le FSL accorde des aides financières aux personnes dont la résidence principale se situe dans l'Indre, naturellement, qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement. Donc, on tient compte, naturellement, des ressources. Dans le département de l'Indre, on a un plafond de ressources qui est de le RSA plus 30%. Donc, ce qui fait, donc le RSA est à peu près de 505 € aujourd'hui, plus 30%, on est à peu près à 650 €. Voilà, à peu près. Pour une personne seule, pardon. Après, naturellement, ça évolue selon la composition familiale. Sachant que toute demande de dossier d'aide est étudiée. Même si on dépasse, si votre locataire dépasse le plafond de ressources, tous les dossiers sont étudiés en commission. Voilà, il y a un barème, d'accord, je vous l'accorde, mais toutes les demandes sont étudiées. Donc, à qui ça s'adresse? Les aides du FSL s'adressent aux locataires, aux sous-locataires, aux propriétaires occupants concernés par une OPA et ou à des personnes hébergées à titre gracieux. Pour 2021, donc suite au bilan de l'an dernier, on avait, en termes de demandes, 52% de locataires, 28% d'hébergés,
14% des personnes hébergées en structure, donc tout ce qui est structure d'hébergement d'urgence, voilà, et 3% de propriétaires. Donc, 43% représentaient des personnes isolées et pour 38% des familles monoparentales. Et vous voyez que les aides vont avant tout aux bénéficiaires du RSA à hauteur de 53%, des salariés à 11% et des retours à l'emploi à 22%. Et voilà, on arrive à quand même une majorité de dossiers qui concernent Châtellerault Métropole à hauteur de 52%. Alors, le montant minimum de la demande. Le FSL ne peut être sollicité que pour des dettes ou des devis dont le montant doit être au minimum égal à 75 euros. Pardon. Donc, pour toute aide inférieure, on considère que le locataire peut prendre en charge soit sa dette d'énergie, soit le téléphone, etc. Ce critère ne s'applique pas pour les foyers ayant des ressources ne dépassant pas le RSA. Pour les aides de dette de loyer, elles doivent correspondre à une somme au moins égale à 2 fois le loyer, hors charge, selon les situations, si l'allocation de logement est versée au locataire ou au bailleur. Ensuite, le plan d'appurement. Toute demande d'aide auprès du FSL doit faire l'objet au préalable d'une négociation et de la mise en place d'un plan d'appurement ou d'un paiement échelonné, comme ça a été dit tout à l'heure. Le FSL peut être sollicité lorsque les demandes sont soit dans l'impossibilité d'obtenir un paiement échelonné ou un plan d'appurement, soit dans la difficulté de les tenir. Nous, ce qu'on regarde dans les documents, dans les dossiers, c'est avant tout de savoir si le logement correspond bien à la composition familiale et au niveau de revenus, d'accord, quand c'est pour un accès. Quand on nous demande le premier loyer, le cautionnement, le dépôt de garantie, etc., on vérifie naturellement si la personne, si le logement demandé correspond à la composition familiale et si la famille a les moyens dans le futur, pour éviter les impayés de loyer, les dettes d'énergie, etc., d'avoir les moyens de se loger. On ne va pas mettre une personne seule dans un T4, c'est clair. Ou une famille dans un T2, de 4 personnes, par exemple. Ou si les ressources de la famille, c'est, je dirais, le RSA plus 30%, avec des charges et des loyers qui représentent 50% des ressources. Hein. Naturellement, le logement doit remplir les conditions d'hygiène et de décence indispensables à l'installation d'une famille telle que définie par le décret du 30 janvier 2002. Et le logement doit comporter les éléments de confort suffisants. L'accès au logement, donc le FSL. Donc les interventions à l'accès se composent en 3 groupes dont le total des aides est plafonné à 900 euros. Encore une fois, chaque département décide du montant des aides. Le département a acté depuis le 14 janvier 2022, on était à 800 euros, là on est passé à 900 euros pour les aides. Donc les aides financières principales, le dépôt de garantie, le premier loyer, les frais d'agence et d'assurance. Des aides complémentaires, des frais de déménagement, le mobilier de première nécessité, hein, pour des décohabitations, des personnes sans domicile fixe, etc. Voilà, ça veut dire lit, chaise, matelas, essentiellement. Et après, une option supplémentaire, le cautionnement. Deuxième grand groupe d'aides, les dettes de loyer. Donc là, encore une fois, ça va de date à date et qu'une seule intervention. La dette doit représenter une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charge. Et là, on prend en charge 90% de la dette. Donc si un locataire a 6 mois de loyer, d'impayé, voilà, on prendra en charge 90% de la dette. Reste à sa charge les 10%. Par contre, là, il n'y a pas de plafond. Si la dette est de 2 000 euros, on prendra 1 800 euros. D'accord ? Reste à sa charge les 200 euros. Les dettes d'énergie, en ce moment, je ne vous cache pas que c'est le gros dossier, les gros dossiers avec toutes les régulations de charges que les locataires ont, entre autres de la part des bailleurs publics, qui ont envoyé toutes les régules de charges, que ce soit Scalis ou l'OPAC. Donc là, encore une fois, une aide possible de date à date. Par contre, là, le montant, il est plafonné à 900 euros. Donc, je ne vous cache pas que là, en ce moment, on a des dossiers avec des factures d'énergie, de régule de charge, largement au-dessus de ça,
quand je dis largement, c'est 1 200, 1 300, 1 500 euros pour certaines familles. Pour les grands logements, c'est compliqué. Voilà. On aide aussi sur la téléphonie. Alors des fois, il y a des personnes qui prennent un abonnement et puis qui ne payent pas. Et puis voilà. Donc on a une convention avec Orange, entre autres, sur des abandons de créances. Donc l'abandon de créances, c'est grosso modo, l'opérateur prend 50% à sa charge et nous, les autres 50%. Et enfin, les frais de remise en état des logements ou de nettoyage. On peut intervenir sur une aide au nettoyage quand on voit que des logements ne sont pas insalubres ou indécents ou non décents, mais que le locataire a quelques problèmes, et ça fera partie du deuxième gros volet, a des problèmes d'hygiène, voilà, c'est sale, que vous constatez quand vous faites des visites, voilà, on peut intervenir. Les motivations de la décision. La décision rendue par la FSL prend en compte l'adéquation du logement par rapport à la situation familiale et financière du demandeur. La commission FSL accorde une attention particulière au taux d'effort correspondant aux charges liées au logement afin de s'assurer un équilibre pérenne de la situation de l'usager. Donc la norme, c'est 35, je crois, ça a été monté, je crois, c'était 33%, c'est monté à 35% de taux d'effort. Voilà, nous, c'est un des critères aussi, selon les ressources de la famille, qu'on prend en compte. Si le taux d'effort est supérieur à 35%, il y a un refus systématique d'accès. J'en ai parlé tout à l'heure, donc une vigilance particulière est apportée à la consommation énergétique du logement déterminée par le DPE, fournie lors de la demande d'accès. En ce moment, ça nous est très utile parce que ça nous permet de comparer entre le DPE qu'on avait dans le dossier en accès et puis le coût aujourd'hui de l'énergie. Et enfin, la décision rendue dépend également en grande partie de l'évaluation sociale réalisée par le travailleur social au moment de l'instruction. Voilà, c'est vraiment un des éléments clés des demandes. Alors, je vais vous présenter donc la procédure au niveau des impayés. Alors, pourquoi signaler un impayé? Donc, le droit à l'aide au logement est conditionné au fait que l'allocataire règle son loyer en totalité si versement sur son compte ou son résiduel s'il y a le versement sur votre compte. Le risque de ne pas signaler l'impayé ou de le signaler tardivement, la CAF peut prononcer des pénalités ou des indus en fonction de la date de signalement. Constitution de l'impayé de loyer. Alors le versement, si le versement est fait à l'allocataire, donc l'impayé est constitué de 2 fois le montant du loyer mensuel plus les charges locatives. Si le versement est fait au propriétaire, l'impayé est constitué donc de 2 fois le montant du loyer plus les charges, mais moins le paiement donc le montant de l'aide au logement. L'impayé est constitué sur des périodes continues ou discontinues et il peut être constitué, le cas échéant, uniquement de charges. Il doit être signalé dans les 2 mois suivant sa constitution. Comment signaler un impayé? Alors, vous avez via le CAF.fr, sur l'offre Brailleur, donc c'est ce que vous présentera tout à l'heure mon collègue. Vous avez également par mail, donc il y a l'adresse mail qu'on pourra vous communiquer, impayé, CAF, voilà. Par courrier également, donc au siège de la CAF, une visite à l'accueil ou éventuellement par téléphone. Alors, sachant que le 3230, c'est une plateforme téléphonique. Vous ne tombez pas chez nous, c'est donc des agents en plateforme. Vous devez à chaque fois signaler, donc normalement, même si c'est par courrier, le montant du loyer et le détail de l'impayé mois par mois de l'impayé. Par courrier, c'est une lettre recommandée peut-être? Non, pas forcément. Non. C'est vrai qu'on a tendance à vous conseiller plus l'adresse mail, nous, elle a dit. Oui, adresse mail ou alors le plus simple, ce sera pas via le CAF.fr, mais mais l'adresse mail, effectivement. Alors, la procédure classique. Donc, quand vous nous signalez un impayé, on ne suspend pas le droit à l'aide au logement. On vous demande de mettre en place, donc vous allez avoir un courrier vous demandant de mettre en place un plan d'appurement avec votre locataire. Donc vous avez 6 mois pour mettre en place ce plan et on maintient l'aide au logement le temps donc de ces 6 mois. Si il y a un cas particulier, si l'aide au logement est versée au locataire, on vous demandera donc le paiement tiers. Donc on vous demandera à ce que l'aide au logement vous soit versée directement.
Et si vous refusez, donc à ce moment-là, le plan d'appurement devra être reçu dans les 4 mois. Au bout des 6 mois, le plan est reçu et cohérent, donc on vous conseille 7 ans maximum. Hein. On maintient donc l'aide au logement. On enregistre le plan, on maintient l'aide au logement. Le plan n'est pas cohérent, donc on vous envoie un courrier pour vous demander de remettre en place ce plan, de revoir les formalités. Le plan donc n'est pas reçu, on suspend l'aide au logement. Une tolérance peut être faite pendant 3 mois, parce qu'avant cette échéance des 6 mois, vous recevez un courrier pour vous demander au moins si votre locataire paye son loyer résiduel. Donc il y a des situations difficiles, les bénéficiaires du RSA, des situations, des accidents de la vie qui font que c'est un peu compliqué de mettre en place le plan. On peut maintenir l'aide au logement 3 mois supplémentaires, mais uniquement si le loyer résiduel est versé. Dans tous les cas, de toute façon, le signalement est fait donc à la CAPEX. Au bout de 6 mois, donc le plan est mis en place, on fait un suivi du respect de plan. Donc tous les 6 mois, vous recevez un courrier vous demandant si votre locataire respecte son loyer, respecte son plan, plus le paiement de son loyer résiduel. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres dettes après qui se mettent en place. Donc il faut bien qu'il respecte le plan et le paiement de son loyer. Donc le plan est respecté, bien sûr, on maintient l'aide au logement. Le plan n'est pas respecté, on suspend l'aide au logement. Avec le maintien, pareil, on peut éventuellement maintenir si votre locataire paye toujours son loyer résiduel. Un maintien peut être fait 3 mois, mais vraiment dans des situations difficiles au vu du budget donc, de la famille. Et si ce n'est pas respecté, pareil, on fait un signalement donc, à la CAPEX. À la fin de plan, on arrive au terme donc, du plan. Tout est à jour. Donc, on arrête la procédure, on maintient le versement de l'aide au logement. Non un jour, on suspend le droit. Avec un indu du mois en cours, si déjà versé à la CAF. Un maintien peut toujours être fait s'il y a toujours ce résiduel de verser, mais ça, de toute façon, c'est au cas par cas. Donc, vous nous contactez et on vous contacte dans ces cas-là, en fonction du courrier que vous aurez reçu et que vous nous aurez retourné. Et une prolongation du plan peut être faite si les 7 ans n'ont pas été atteints. Si vous avez fait un plan de 3 ans, on peut refaire un plan d'appurement, donc un avenant à ce plan ou un nouveau plan, dans la limite donc, des 7 ans. Si toutefois, il y a un dossier de surendettement, donc on reçoit une recevabilité, la dette de loyer est incluse dans ce dossier de surendettement, on maintient l'aide au logement pour une durée de 18 mois. C'est le temps estimé pour la réception de la décision. S'il y a un constat de non-accord par vous ou par un autre organisme, l'aide au logement est suspendue le temps que ça repasse donc, sur une recevabilité suivante. À réception d'un plan conventionnel de redressement définitif, le maintien de l'aide au logement, ce document vaut plan d'appurement. Donc on maintient l'aide au logement et on considère, donc on enregistre en plan d'appurement. Pareil, donc c'est un peu la même procédure après que le plan d'appurement. On fait le suivi du plan, c'est respecté, on maintient, c'est pas respecté, on suspend. Pareil pour la fin de plan, la dette est soldée, on maintient, la dette n'est pas soldée, on suspend et la CAPEX est avertie. Le cas d'un plan moratoire, donc qui vaut plan conventionnel, donc le suivi est le même. Il doit s'acquitter de son terme courant, donc uniquement. Donc on vous questionnera sur le fait que la locataire paye son terme courant. Réception donc d'un rétablissement personnel. Donc cette procédure consiste à un effacement de la dette. Donc le locataire est considéré à jour. L'aide au logement est maintenue, mais si toutefois elle avait été suspendue parce qu'on a tardé à avoir un plan, tardé à une procédure, l'aide au logement a été suspendue, il n'y aura aucun rappel possible. L'aide au logement qui avait été suspendue sera maintenue et sera perdue. On remettra juste en cours du mois de la réception du rétablissement personnel. Alors, juste, voilà, on a fini un peu la procédure. Donc, juste pour information, on n'est que 4 techniciens à la CAF à gérer les impayés de loyer, du fait un peu de la complexité donc, du traitement. Et la CAF offre un service, une offre de service de l'unité de travail social pour les allocataires donc avec enfants.
On a la possibilité donc de contacter le service. Si vous avez des difficultés à mettre en place donc le plan d'appurement ou des difficultés par la suite donc à faire respecter ce plan, mes collègues donc sont à votre disposition pour vous aider à faire un peu un rôle de médiateur pour vous aider par rapport à ces difficultés. Donc j'ai des brochures pareilles à disposition si vous en avez besoin. Donc voilà, en gros la procédure donc des impayés de loyer. Alors, on va continuer alors sur l'impayé de loyer et je voulais vous présenter le dispositif de la CAPEX dont vous avez parlé tout à l'heure, Katia. Et donc, la CAPEX, c'est quoi exactement? C'est une commission de prévention contre les expulsions locatives, commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Alors, la CAPEX, c'est une instance de coordination. Elle se tient mensuellement. Alors, ça se passe à la cité administrative. Et il y a plein d'acteurs du logement, en fait, qui sont présents pour étudier la situation du locataire et justement voir si on rentre, si on peut être aidé par le FSL. Alors, en tant qu'acteur présent à la commission, va y avoir l'État, va y avoir la DPDS, va y avoir la CAF, la MSA, l'ADIL, les mairies, les bailleurs sociaux. Tout le monde se regroupe et c'est vrai qu'il y a des situations pour lesquelles il y a de grandes discussions et pas seulement des discussions. Voilà, c'est vraiment essayer de trouver une solution. Et donc, si vous souhaitez saisir la CAPEX, vous pouvez contacter Madame Masson actuellement au 02 54 53 80 66. Vous aurez ses coordonnées dans le support. En parallèle, quand on est au bout du bout, effectivement, il y a la procédure d'impayé de loyer que je ne vous détaille pas, qu'on retrouve ici. Et pour cette procédure d'impayé de loyer, il est vrai que votre allié, dans ces cas-là, il n'y a pas le choix, c'est de prendre un huissier de justice. Alors je sais que ce sont des procédures qui coûtent cher, qui sont relativement longues. Ce que vous pouvez faire, si vous avez la possibilité et de saisir la CAPEX et de commencer votre procédure, sachant que ce sont des procédures qui durent quand même assez longtemps.